Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être présents. Je suis désolé aux gens debout, mais il n'y a pas cette chaise. Alors, Caroline Pigozzi, bonjour. Bonjour. On s'est un petit peu amusé, l'avez-vous remarqué? J'ai l'impression que Caroline Pigozzi, quand vous la rencontrerez après cet entretien, demandez-lui, ou plutôt je vais tout de suite vous le montrer, si on n'appelle pas ça de la papomania, plus le bracelet avec des médailles, et ces médailles sont bénites. Oui, toutes. Il y a même la Vous avez un micro, Caroline. Il y a la photo de toutes les bénédictions, oui, bien sûr. Je dis que ça me porte chance, ça m'aide à écrire. Ça vous aide à écrire. Ben, qu'est-ce que vous écrivez, hein, quand même, hein? Alors, vous êtes journaliste, écrivaine, spécialisée dans les thèmes liés à l'histoire du Vatican. Vous avez écrit à peu près une demi-douzaine de livres, non? Oui. Pas loin. Vous avez démarré votre carrière, grand reporter, journaliste politique, au Figaro Magazine, des chroniques quotidiennes sur la religion sur Europe 1. Non, non, pas quotidienne, hebdomadaire. Hebdomadaire, hélas, comme votre amie Catherine Ney. Dites-moi, comment vous êtes venu à choisir cette branche journalistique? Parce que je m'occupais d'un autre souverain, si je puis dire, c'était la famille souveraine de Monaco, et que ça me déprimait. Je trouvais que je m'abêtissais un petit peu, que c'était pas très intéressant, donc je suis allé voir le directeur de mon journal et je lui ai demandé de m'occuper du pape. Il m'a dit, si vous décrochez une interview du pape, c'est vous qui hériterez de l'église à Paris Match. Et vous l'avez décroché? Oui, je l'ai décroché. Ça a mis du temps. Alors, vous avez donc votre rapport avec le Vatican. Quand on vous lit, quand on vous écoute, ça dégage, et non pas les médailles et le téléphone, mais ça dégage une fascination. Comment on peut être fasciné par le Vatican, par l'histoire des papes et par ce milieu-là? Expliquez-moi. Bon, d'abord, c'est un lieu magnifique. Déjà, il y a l'esthétique qui est... Ensuite, ce sont des siècles d'histoire qui vous tombent sur la tête. Ensuite, c'est beaucoup plus captivant et insolite que le monde politique. Et ensuite, le vocabulaire des papes est quelque chose de très riche, surtout justement par rapport au vocabulaire des hommes politiques. Et puis, ils ont une fantaisie. Alors tout ça, ça fait que c'est très intéressant pour un journaliste. C'est du caviar pour un journaliste, j'oserais même dire. C'est du caviar. J'avais pas pensé à ça. Étonné, le Vatican est une maison, est un État fermé. Très fermé, et en plus on est sur une patinoire olympique de peau de banane parce que personne ne vous explique jamais rien. Les gens gardent leur information pour eux. On ne peut pas téléphoner, rien ne se passe au téléphone, rien ne se passe sur Internet. Donc il faut avancer à petits pas, on fait 2 pas en avant et 3 en arrière. Personne ne vous aide jamais. C'est très compliqué d'y entrer et encore plus rapide d'en sortir. Alors comment vous êtes rentrée petite souris dans ce... Ben, comme une souris d'ailleurs, vous voyez mon sac, il y a une souris grise là. Ah, d'accord. C'est parce que je suis une souris grise au Vatican. Il y a mon nom sur la souris. Non mais Caroline, sérieusement, mais une femme journaliste dans ce milieu qui est hostile aux femmes, il y a quand même un handicap au départ. La persévérance, c'est très important. Et puis s'habiller en noir, j'étais toujours habillée comme une bonne sœur, sauf que je portais un collier de perles ou un bijou parce que je voulais pas qu'on me prenne pour une bonne sœur. Et puis de passer des années à écouter sans parler. Au début, c'est le silence. Il faut enregistrer, enregistrer, enregistrer. Puis un jour, on se met à parler et à poser des questions. Quels étaient les barrages? Parce que vous avez rencontré Jean-Paul II. Les papes avant Jean-Paul II ne donnaient aucune interview, ne voyageaient pas. Non, et surtout, c'est des personnages comme des personnages de cire. Le pape Jean-Paul II, il était tactile, il touchait les femmes quand même, et ce pape-là, il les embrasse. Et quant à Benoît XVI, il regardait ses pieds quand il voyait une femme. Donc tout ça est très différent selon les papes. Mais le pape Jean-Paul II, quand il voyait une femme, il souriait, il était rayonnant. Celui-là, il les embrasse, il dit « Hola, Carolina !» Et celui-ci, c'est plus facile. Mais comment ça s'est passé avec Jean-Paul II, justement? Parce que les papes d'avant ne donnaient pas d'interview, ne répondaient pas aux journalistes. Jean-Paul II, lui, casse les frontières. Je crois à la chance et à la persévérance. J'étais en classe avec 2 sœurs qui s'appelaient les sœurs Abish, qui étaient polonaises et dont les parents étaient des grands amis de Jean-Paul II. Et quand Jean-Paul II, cardinal Wojtyla et même évêque de Cracovie, venait à Rome, il habitait chez elles.
Et vous savez, Ça, c'est le hasard, alors. Ça, c'est des choses inouïes. Moi, j'étais en classe chez les Dominicaines avec elle. Et vous savez, pour entrer au Vatican, il faut toujours qu'on puisse se référer à quelque chose, qu'on puisse vous situer. Et Monseigneur Divic, à l'époque, très gentiment, après que j'ai passé un mois à miauler pour entrer au Vatican, a dit au pape, elle était en classe avec les sœurs à Biche. Et ça m'a entrouvert une petite porte. Après ça, il fallait ne pas gaffer, mais j'étais le petit poussé, c'est un caillou après l'autre. Alors, comment vous avez eu un succès, mais je ne vais pas dire inespéré, parce qu'on pourrait croire que vous n'avez pas de talent, mais inespéré, quand vous avez publié la biographie de Jean-Paul II, c'est un succès, mais qui est énorme. Mais d'abord, j'avais un patron extraordinaire qui s'appelait Roger Théron et qui nous faisait toujours... Il y a l'école Match, et ça s'appelait Le Pape en privé. Et Roger Théron disait, ce qu'il faut, c'est étonner le lecteur et raconter ce que les autres ne disent pas et ne jamais partir d'un point pour arriver à un autre. C'est pas un train qui part et qui arrive. Il faut être dans l'intimité des gens. Et ça, je crois que c'est l'école Paris Match. Je remercierai jamais assez la confiance que m'a faite Roger Théron, et je crois que je lui dois beaucoup parce qu'il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup poussé à aller plus loin, et c'est aussi grâce à lui. Alors, Jean-Paul II était le pape le plus populaire de toute l'histoire du Vatican, enfin du moins du XXe siècle. Oui, et puis vous savez, il y a aussi, pour revenir à votre question, il y a un facteur de chance. J'étais la femme au bon moment. Il y avait eu, évidemment, à l'époque, la journée de la femme en Italie. C'était une nouveauté. J'étais une femme. On me situait. J'avais été élève chez les religieuses que le Vatican connaissait. J'avais été l'élève du père Poupard, qui est devenu cardinal. Donc, j'étais une personne qu'on pouvait... je vous dis, on pouvait me situer. On s'est dit, il faut faire entrer une femme, il faut faire entrer une journaliste. J'avais le profil qu'il fallait. Donc, moi, je crois beaucoup à la chance aussi. Quel est, vous qui avez vraiment donc côtoyé Jean-Paul II, ce qu'on va garder de lui comme le point le plus fort de sa carrière? Évidemment, la chute du mur, qui est une chose extraordinaire, et puis son rayonnement incroyable, son sourire, ses pommettes hautes, et cette force extraordinaire qu'il dégageait, son rayonnement, et puis son émotion. Moi, à chaque fois que je le voyais, j'avais toujours un mouchoir dans ma poche, un mouchoir noir pour pas qu'on le voie, et je me mettais à pleurer parce qu'on était tétanisé par ce pape. Il vous regardait, il transperçait votre cœur, il vous transperçait du regard, on n'osait plus parler tellement il était impressionnant. Est-ce que c'est pas aussi son rapport avec la jeunesse? Oui, les JMJ, c'était formidable. Mais c'était lui, son rapport, c'était pas seulement la jeunesse, c'était les Polonais. Dès qu'il voyait des Polonais, c'était encore plus important que la jeunesse. D'ailleurs, il a polonisé, c'est un mot qu'on a inventé pour lui, le Vatican, finalement. Et son point faible? Je suis pas objectif. Tant mieux. Son point faible, il était viscéralement et d'abord polonais. Il n'aimait pas trop les Italiens. Et il était quand même... le Vatican se trouve quand même en Italie. Alors, il était très politique, il était très talentueux, mais les Italiens, s'il avait pu s'en passer, il s'en serait passé quand même. Alors, vous avez écrit sur le Vatican secret, justement, les robes rouges, vous avez écrit chez Plon. Ce monde du Vatican, est-ce que c'est pas un monde qui a été traduit, mal interprété au cinéma et tout, comme un monde dangereux, comploteur? On pourrait même parler aujourd'hui de complot sur le pape François. Alors, est-ce que c'est pas du mystère, tout ça? Comploteur, c'est sûrement vrai. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en écrivant Les Robes Rouges, où j'ai interviewé 20 cardinaux, c'est finalement leur solitude incroyable, parce que les gens pensent qu'ils sont entourés. Finalement, ce sont des hommes très seuls. Et je leur avais posé notamment comme question comment ils passaient le soir de Noël. Ils célébraient la messe et la moitié d'entre eux, après ça, dînaient seuls. Ouais. Ça m'avait beaucoup impressionné. Alors, un monde comploteur, c'est un monde où il y a un pouvoir concentré sur très peu de gens. C'est un monde assez violent, où il n'y a pas de femmes, il n'y a personne pour adoucir les angles. Et oui, c'est un monde où on complote, mais surtout, c'est un monde de silence. C'est très compliqué, vous n'entendez jamais un bruit au Vatican. Donc, il faut commencer par interpréter. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, quand les ambassadeurs arrivent à Rome,
Ils mettent généralement 2 ans à comprendre comment ça se passe, 2-3 ans. Puis la 4e année, dans les pays européens, ils s'en vont. Donc généralement, ils ne comprennent jamais rien. Alors, moi, mesdames et messieurs, je vais lire un extrait du livre qui est tout à fait étonnant. Je me suis demandé si vous en aviez pas un petit peu rajouté, hein, Caroline Pigozzi. Mais non, parce que c'est la préface de son propre livre. Eh oui, quand même. Comme vous savez. Que le lecteur m'autorise à un flashback. Le matin du 6 août 2015, à 12h45, j'entends la mélodie de mon portable. Je le montre à nouveau. La mélodie de mon portable et sans intermédiaire, une voix chaleureuse dit « Bonjour, je voudrais parler à Caroline Pigozzi, de la part du Papa Francesco. »« Santita, c'est moi. J'avais cru reconnaître votre voix, mais si je ne pouvais imaginer que ce soit le pape au téléphone. Carolina, quand j'ai su que vous n'étiez pas du voyage à Cuba et aux États-Unis, j'ai demandé pourquoi. On m'a expliqué qu'il y avait tant de demandes qu'on avait dû sacrifier les hebdomadaires, donc Paris Match. Je me permets d'interrompre le pape. Très Saint-Père, je suis inconsolable. Que puis-je faire pour vous? Me donner une interview, Santita? Demandez à Padre Lombardi. Mais comment? Dès que j'aborde avec lui le sujet, il me renvoie vers vous. En somme, je suis le jambon du sandwich. Léger silence, suivi d'un éclat de rire, car le pape n'est pas trop habitué à ce genre de vocabulaire. Je n'ai plus du tout de temps avec 25 discours à écrire justement pour cette visite. Il va y avoir ensuite le synode des évêques. Santita, peut-être pourriez-vous me glisser entre les deux? Je vais voir, mais en attendant, priez pour moi. C'est ça une conversation avec le pape aujourd'hui. Mais ça a été ça, vous savez, j'étais très étonnée et c'est vrai que j'étais inconsolable. Je me disais, c'est pas possible que je sois pas dans son avion et donc j'ai pris la balle au bond. Et après ça, parce qu'il n'y a pas la suite, c'est qu'une fois qu'il y a eu cette conversation et qu'il m'a dit, vedremo. Vedremo, ça veut donc dire on va voir. Et je lui ai répondu. Alors je lui ai répondu, il m'a dit Vedremo. Je lui ai répondu, ah non, Vedremo, ça veut dire on va voir, mais vous savez, très Saint-Père, mon père était italien, quand il n'était pas d'accord, il disait Vedremo. Alors, c'est pas très bon signe. Et il m'a redit Vedremo. Quand il a raccroché le téléphone, j'ai préparé une liste de questions pour le pape. Je me suis dit, il faut y aller immédiatement. Je suis parti à l'aéroport de Nice où il y a FedEx. J'ai envoyé la liste des questions, des sujets, plus exactement, des thèmes par lettre et, pour que ça arrive à Rome le lendemain par FedEx. Et j'ai le circuit pour arriver directement sur le bureau du pape, pour que le courrier arrive. Parce que je suis quand même une souris grise organisée depuis 20 ans. Donc, j'ai téléphoné à mon correspondant pour qu'il récupère la lettre et qu'il la dépose sur le bureau du pape. Je me suis dit, en tout cas, il aura cette lettre. En tout cas, comme ça, il va s'en souvenir. Et il y avait une série de questions. Il y avait une série de questions et de thèmes, évidemment. Et puis, j'ai reçu un coup de téléphone de son secrétaire, très gentil, qui m'a dit, écoutez, on va voir, mais soyez patiente. Vous savez qu'au Vatican, on dit le temps est galant homme. C'est une des vertus du Vatican. Bon, j'ai été un peu patiente. Là-dessus, je me suis dit, c'est pas possible, le pape part pour Cuba. Et j'ai trouvé le jésuite qui était en classe avec Fidel Castro, dont le père était en classe avec Fidel Castro au collège de Belém. Et je me suis dit, c'est lui qu'il faut interviewer parce qu'il est cubain et il va me raconter son père était en classe avec Castro. Et en plus, au fond, c'est les jésuites qui ont appris à la famille Castro à faire la révolution, finalement, puisqu'ils ont été, lui et son frère, en classe de l'âge de 5 à 17 ans chez les jésuites. Donc j'ai interviewé ce prêtre qui disait des choses absolument formidables. On a publié l'interview dans Match avec le pape en couverture et qui n'était pas encore parti à ce moment-là pour Cuba. C'était le numéro d'avant. Et j'ai fait avoir le numéro au pape. Et le pape a reçu le numéro, il a dit « Elle est plus maligne que moi parce que c'est le seul personnage que j'aurais dû voir au Vatican et je ne l'ai pas vu. Il était de passage à Rome, je ne l'ai pas vu. » Et donc, il a dit à son secrétaire « Ça mérite que je m'intéresse à cette interview. » Donc, le secrétaire m'a appelé.
et m'a dit « Tenez-vous prête ». Donc je suis allé à Cuba quand même pour être dans l'ambiance. Je n'étais pas dans la suite du pape, je suis allé à Cuba. Et puis je suis revenu immédiatement à Rome. Et je me suis tenu prête. Je mettais des cierges dans Saint-Pierre. Et puis ça s'est fait, finalement, à ce moment-là, ça s'est fait très très vite. Mais ça s'est fait comme ça. Ça a été à la suite. C'est-à-dire que j'ai rien lâché. Parce que c'est comme avec... Il faut absolument avoir de la suite dans les idées. Et là, il y a eu une chose qui était très jolie. On a fait cette interview qui est parue dans Match. Et évidemment, qui a mis de mauvaise humeur tous les autres journaux français. Et après ça, il y a eu le synode des évêques. Et le pape était au synode des évêques, évidemment, il le présidait. Et moi, j'y allais tous les jours 20 minutes parce que les journalistes ont droit à passer 20 minutes au synode des évêques. Aucun n'y va, mais c'est très intéressant parce qu'on voit les regards des uns et des autres. Et le pape était en bas, il était avec tous ses évêques, c'était un hémicycle. Et il m'a vu, il a dit « Oh là, Caroline !» Et j'ai vu toutes les têtes d'évêques qui se sont retournées. Ça, je dois dire que pour l'ego, ça fait du bien une fois dans sa vie. C'était très amusant. Alors, c'est pour ça que vous nous dites que vous êtes hypnotisé. Ah, mais vous en faites pas un peu beaucoup, là, Caroline? Non, parce que c'est spontané. Je suis complètement hypnotisé parce que un pape qui vous dit qu'il vous aime, c'est extraordinaire. Quand il monte dans l'avion, il dit « Donde está Elisabetta Pique et Carolina Hola ?» et il nous aime. Alors, vous imaginez, c'est quand même très, très... Vous dites qu'il parle avec ses mains? Oui, tout le temps. Et il touche, il est très tactile, il touche, il embrasse. Il a fêté mon anniversaire dans son avion aussi. Alors vous avez passé, il passe beaucoup de temps dans l'avion aussi, hein. Et c'est là que ça se passe, l'intimité. Oui. Il ouvre le petit rideau parce qu'il est en classe affaires et il vient vers vous. Et là, c'est la communication. Oui, et là, c'est la communication. Et ce qui est extraordinaire, le moment le plus extraordinaire, ça a été quand on est rentré du voyage aux Philippines, parce qu'aux Philippines, il avait célébré la messe devant 6 millions de personnes. Vous voyez ce que c'est une messe devant? On ne peut pas imaginer ce que c'est. Donc, on est remonté dans l'avion et il y avait une espèce d'euphorie absolument incroyable. Et l'avion était celui du président de la République des Philippines qui avait mis comme hôtesse des bombes atomiques, des filles magnifiques, parce que lui aime voyager avec de très jolies filles. Les filles sont assises au premier rang, donc le pape voit de jolies jambes, et elles circulaient avec des plateaux en vermeil, avec des boissons, avec du champagne, du jus d'orange, enfin toutes sortes de boissons. Et il y avait notamment une boisson avec des petits carrés d'orange, des petits carrés de citron, des petits morceaux de menthe, enfin une chose comme ça. Et alors le pape demande « Mais qu'est-ce que c'est que cette boisson ?» Et l'hôtesse répond, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est une boisson détox. Et le pape dit en italien, ma io a questo che il minestrone non lo prendo, parce que ça ressemblait à du minestrone. Et donc il a gardé cet humour incroyable. Il est capable de dire des choses comme ça. Ce qui fait que les journalistes on est tous absolument enthousiasmés. Et il faut comprendre que ce pape, il ne bénit pas dans son avion. Il n'y a pas de prosélytisme. Il ne nous dit pas qu'il faut être croyant. Il ne nous dit pas ces choses-là. Il est extrêmement naturel. Il a des journalistes qui sont catholiques, protestants, juifs, musulmans, c'est pas le problème. Mais il séduit tout le monde, la vérité c'est ça. Alors moi j'aimerais que vous m'expliquiez, à un moment vous dites ça, son vocabulaire spécifique, je l'appelle le bergoglisme. Oui, c'est quoi le bergoglisme? C'est comme le général de Gaulle qui inventait des mots, qui disait un carteron de généraux en retraite. Le pape tout à coup dit des mots que personne n'a jamais entendus, sauf qu'il les dit sur un ton qui sonne vrai et puis avec une espèce d'autorité naturelle. Alors on est le nez plongé dans notre pas dans notre dictionnaire mais sur internet pour trouver des mots qu'on ne trouve jamais. Et le directeur de la salle de presse, le remarquable jésuite qui s'occupait de nous, Padre Lombardi, donne une explication à ces mots qui n'existent pas. Alors, et comme il les dit avec une grande autorité naturelle et beaucoup de simplicité, ça passe très bien. Alors vous avez voulu écrire la préface, c'est une longue préface, hein, que je vous conseille tous de lire évidemment, la préface à ses interviews et ses conférences de presse. C'est un livre énorme. Pardon ? C'est un livre énorme. Oui, ce qui est intéressant dans ce livre, je le dis d'autant plus facilement que c'est ses interviews, donc c'est pas moi qui parle au départ, c'est que à travers ces interviews, on voit la différence entre un pape qui donc n'a pas besoin de se faire réélire et la prudence d'un homme politique. Et je pense que tout ce qu'il dit est d'une grande spontanéité et ça sonne vrai. Et quand il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas. Donc c'est très intéressant et il répond surtout, et surtout ce qui est très impressionnant quand on interviewe, c'est qu'on ne se sent pas jugé.
voyez, on n'a pas l'impression que l'Église catholique vous tombe sur la tête. Moi, j'ai osé lui dire que j'ai été divorcé, par exemple. Et il a été très gentil. Au mois d'août, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?» Je dis « Je marie ma fille. » Et alors, il m'a dit « Tu veux une bénédiction pour ta fille ?» Et je lui dis « Très Saint-Père, j'ose vous dire qu'elle se marie laïquement. Malheureusement, elle ne se marie pas à l'église. » Il m'a dit « Ça fait rien, une bénédiction papale, ça fait pas de mal. » Il m'a envoyé une bénédiction pour ma fille et son mari. C'est de la générosité, ça. C'est de la tolérance, en tout cas. Tolérance et de la gentillesse. Il y a une interview que j'ai trouvée formidable qui s'appelle « Le courage de parler et l'humilité d'écouter ». Oui. Dans ce recueil. Mais oui, et je crois que c'est une des qualités de ce pape, justement, c'est qu'il sait écouter. Et pourquoi on l'aime aussi, ce pape? Pourquoi, en tout cas, moi, je l'ai aimé le premier jour. C'est parce que je cours place Saint-Pierre depuis 22 ans. Je connais tous les gens de la rue, je connais le nom de leurs chiens, je connais forcément les gens, et les gens fragiles. Et ce pape, le jour où il a été élu, 2 jours après, les SDF, parce que c'est ça, se sont mis à relever la tête et à sourire. Et je me suis dit, eux, ils ont des antennes. Et s'ils se mettent à sourire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et c'est vraiment intéressant. Là, il y a une interview qu'il a accordée le 5 mars 2014 à Ferruccio De Bortoli, directeur du quotidien milanais Corriere della Sera. Et c'est « Je suis un homme normal », ça peut faire penser à quelqu'un d'autre, et j'aime être prêtre. Oui. Tout simplement, c'est lui, ça. Mais c'est-à-dire que, oui, c'est un prêtre des rues. Il n'a pas été dans son archevêché. C'est un homme qui était sur le terrain. C'est exactement le même rapport que l'homme politique qui a toujours été dans son ministère et le député de terrain et le député qui a sillonné sa circonscription. C'est vraiment comme ça. Et donc, lui, il connaît les problèmes de terrain, il connaît les problèmes de corruption, il connaît beaucoup de choses. Et l'humanité, parce que la question qu'on lui posait, y a-t-il un contact, une rencontre dont vous vous souvenez avec une affection particulière? Il répond, une dame veuve, âgée de 80 ans, qui avait perdu son fils. Elle m'a écrit, et à présent, je l'appelle 1 fois par mois. Elle est heureuse, j'accomplis mon rôle de prêtre. C'est vrai, et il a aussi dit dans une interview plus récente, moi j'ai pas osé lui poser la question, c'est un journaliste du Figaro qui a osé poser la question, c'est plus facile pour un homme que pour une femme. Il a dit qu'il avait des amitiés amoureuses et qu'il avait toujours eu ça et que ça l'aidait à vivre. Il a peur de la solitude, il a peur de l'enfermement. Pour lui, c'est la seule chose qu'il panique vraiment, c'est l'enfermement. Alors, on a dit beaucoup de choses sur son nouveau style, sur la manière dont le conservatisme du Vatican le jugeait. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous êtes inquiète pour lui? Est-ce qu'il va débloquer le système ou il va être au contraire mangé par le système? Non, je pense il est à mi-chemin entre les deux. Il est très jésuite, très pragmatique et il dit ce qui est fait ne sera plus à faire. Donc il essaye d'avancer, il est séquentiel, c'est un sujet après l'autre. Il y a des sujets sur lesquels il avance bien et d'autres sujets sur lesquels il n'avance pas du tout. Et il le sait, il ne lâche rien. C'est quoi les sujets sur lesquels il n'avance pas? C'est la famille, les problèmes de la famille, sauf qu'il y a un discours officiel sur le mariage et toutes ces choses-là. Et puis il y a la réalité, c'est qu'il dit aux prêtres et aux évêques de terrain, naviguez à vue et adaptez votre discours aux situations. Et les situations, mais il ne peut pas le dire officiellement. Et par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Amazonie, il autorise les prêtres à se marier, parce qu'il dit que si les prêtres partent seuls en Amazonie, ils n'y vont pas. C'est trop désert. Donc, il y a un langage officiel, et puis il y a la nouveauté, c'est qu'il y a la possibilité pour le clergé de s'adapter selon les situations. Mais c'est très compliqué, le dogme et tout ça, c'est très difficile d'avancer. Alors, d'où viennent les blocages? D'une curie très traditionnelle, du clergé africain, notamment. Ah oui? Oui, qui est très traditionnel, très traditionnaliste, parce que quelquefois, ils ont des enfants aussi, et donc, ils veulent surtout pas reconnaître, enfin, ils sont encore plus sévères que les autres, justement, parce qu'ils se sont un peu laissés aller quelquefois. Il y a un clergé conservateur aussi, donc c'est pas facile. Comment vous jugez son action politique
On l'a vu partir en Syrie, on l'a vu partir sillonner l'Europe. Comment vous définiriez sa politique, son regard politique? Il y a deux choses. Il veut être un ambassadeur de la paix, au-delà du catholicisme et des religions. Il veut vraiment... il dit que c'est son rôle, qu'il est sur Terre pour ça, qu'il a été élu pour ça. Il veut aller en Chine. C'est le rêve de tout jésuite. Et c'est vraiment... il y a trois choses. Il y a la paix, il y a le jésuite qui reste jésuite à chaque heure de la journée, et il y a cette vraie attention aux pauvres, aux fragilités, les frontières. Justement, il va aux frontières des pays qui ne sont pas du tout des pays conquérants. Enfin, je veux dire, il n'ira pas en France, il n'ira pas en Espagne, il n'ira pas dans... Il se dit, moi j'ai 79 ans, il va avoir 80 ans le 17 décembre, il va rester encore, tant qu'il est en bonne santé, 3, 4 ans, 5 ans. Il se dit, j'ai été élu assez vieux, c'est pour faire des choses, c'est pas juste pour me promener dans des grosses voitures fumées. Donc, il veut faire avancer tout ce qu'il peut. Et c'est ça son but, en réalité. Il y a une anecdote qui m'a amusé, c'est qu'il n'a jamais mis les pieds à Castel Gandolfo. Il y est allé une fois parce qu'il avait un ami argentin qui lui avait offert des sculptures. Alors, il est allé dans le parc. Mais quand j'avais fait mon livre précédent et que je l'avais interviewé ses amis argentins, Padre Pérez del Viso, qui est un grand ami à lui, il m'avait dit s'il pouvait, il brûlerait Castel Gandolfo. C'est pas tout à fait faux, parce qu'il n'a pas brûlé, parce qu'il peut pas, mais il en a fait un musée. Oui, il est profondément proche des gens qui souffrent. C'est vraiment ça. Il dit que c'est la rue qui lui manque. Marcher dans la rue lui manque. Mais c'est vrai. Il a très très peur de l'enfermement, c'est sa panique, il déteste être enfermé, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu habiter le palais pontifical. Et c'est absolument vrai, ça se voit. Il recherche, il a peur d'être dans un ghetto de luxe. C'est une réalité, il a peur de... C'est pas son monde. Il a peur de voir que des gens importants, ça ne l'intéresse pas du tout. Il est obligé de recevoir tous les chefs d'État de la planète, parce que tous les chefs d'État veulent venir, veulent se faire... Mais sauf s'il y a un enjeu politique, ou sauf s'il peut avancer sur le dossier des faibles et tout ça, ça n'intéresse pas beaucoup. Ou alors, ce qui l'amuse de temps en temps, c'est de recevoir une très jolie actrice de cinéma, par exemple, parce que ça, c'est rigolo. Ça... C'est pas, il en fait rien, mais c'est amusant. Ce qui doit l'amuser aussi, c'est de vous recevoir, Caroline. Parce que vous avez des photos que vous m'avez montrées. Vous avez l'air très heureuse et heureux de vous rencontrer. Oui, parce qu'il ne voit pas tellement de femmes et pas de Françaises. Je suis la seule Française qu'il voit, je crois que c'est à peu près ça. Et puis, il parle le français? Non, je lui parle italien ou espagnol selon son humeur. D'accord. J'attends. Oui, il m'aime bien parce que quand il a donné l'interview à Paris Match, on a eu tous les journaux contre nous qui étaient foudrages, plus la conférence épiscopale qui était extrêmement fâchée. Et le pape a dit, je suis souverain, je fais ce que je veux. C'est elle qui s'est le plus démenée pour cette interview, pourquoi pas. Dernière question, Caroline Pigozzi. Quels sont ses ennemis? Et il y en a pas mal. Il a les traditionalistes, il a... enfin tout ce qui serait Monseigneur Lefebvre, enfin tout ça. Il a une bonne partie du clergé africain. Il a l'administration centrale du Vatican. Il a un certain nombre d'hommes politiques italiens. Il a le grand capitalisme. Il a... Moi, je ne dirais pas la mafia parce que je n'entrerai pas dans ce sujet que je ne connais pas. Oui. Mais... oui, bien sûr qu'il a beaucoup d'ennemis. Mais en même temps, c'est un homme de défi. Donc, s'il n'avait pas d'ennemis, ça ne lui plairait pas. Si tout marchait normalement, et il déteste les cours. Il n'a pas de courtisans auprès de lui. Il n'y a pas de système intermédiaire. Et d'ailleurs, il y a eu une chose très amusante. Il y a simplement une journaliste qui est hypnotisée par lui. Non, mais on a eu un truc très drôle quand j'ai fait une interview dans Paris Match. Le directeur du journal a dit il faut apporter le journal au président de la République. Je dis écoutez, c'est vous le patron, c'est vous qui lui apportez. Il m'a dit non, c'est vous qui avez fait l'interview. Donc on a appelé l'Élysée. Le président de la République gentiment a dit venez m'apporter le numéro. Donc j'arrive avec le numéro de Paris Match et il me dit mais vous communiquez comment avec le pape? Alors je lui dis Monsieur le Président, de temps en temps, il m'envoie un mail et il me regarde, il se dit, elle est devenue folle. Les filles à Match, elles sont sympas et un jour, elles deviennent folles. Et je voyais à qui il pensait. Et à ce moment-là, je lui passe mon portable avec des mails du pape
Et il me dit, mais en plus, c'est vrai. Et je dis, mais monsieur le président, j'oserais pas vous mentir. Alors il me dit, attendez, je vais appeler mon ami Jean-Pierre Jouyet. Il appelle Jean-Pierre Jouyet, qui a le bureau, qui est secrétaire général, qui a le bureau. Et il dit, tu vois, le pape lui envoie des mails. Mais en plus, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Caroline Pigozzi, vous avez publié, avec le père Henri Madelin, un ouvrage qui s'appelle Ainsi fait-il. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Ainsi fait-il, c'est parce que quand le pape a été élu, j'étais extrêmement vexée parce que j'avais un ami qui s'appelait Padre Tucci, qui était un cardinal jésuite, qui m'avait dit, Caroline, il faut que tu ailles en Argentine, je vais t'organiser une rencontre avec cardinal Bergoglio. Et je me disais, ce sont des histoires de jésuites entre eux, donc j'y croyais pas. Quand il a été élu, je m'en suis tellement voulu journalistiquement que je suis partie en Argentine sous la protection de Padre Tucci, donc du cardinal Tucci, jésuite italien, qui m'a organisé le voyage. Et j'ai vu pendant 15 jours tous les proches du pape. Je suis rentré, je me suis dit, il y aurait peut-être matière à faire un livre. En même temps, je me suis dit, je connais pas bien j'avais fait mon catéchisme chez les jésuites et fait ma communion chez les jésuites et ma confirmation. Je me suis dit, mais ça fait pas un livre. Il faut l'éclairage d'un jésuite lumineux. Donc je suis allé voir un jésuite français qui avait été provincial de France quand lui était provincial d'Argentine, et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous acceptez que je fasse la première partie du livre toute seule et que je vous interviewe pour la deuxième partie, parce qu'on aura l'éclairage jésuite qui, je pense, est très intéressant. Il m'a dit d'accord, et donc on a fait ce livre comme ça. Et la plus grande fierté, c'est qu'il a été traduit en italien, qu'il a été un best-seller en Italie. Donc je me suis dit que c'était agréable pour une Française d'être traduite en italien. Et que, je pense que aussi beaucoup grâce à ce jésuite, on a compris un peu comment marchait ce pape. Et ça a été une joie d'écrire, mais surtout, là où les jésuites sont plus intelligents que les autres, c'est quand je suis allé le voir, il m'a dit, écoutez, ça n'a qu'un intérêt, c'est d'être les premiers à sortir et de sortir le 1er novembre. Autrement, on ne le fait pas. Et il avait absolument raison, parce que c'est le premier livre qui est sorti, sauf ceux qui étaient traduits de l'espagnol, qui étaient faits déjà avant, c'est celui-là qui a marché parce qu'il était le premier. Je me suis dit quand même, les jésuites, ils sont pragmatiques. Bergoglio est pragmatique, mais le père Madelin aussi, ils ont des réflexes, c'est toujours les mêmes. Caroline Pigozzi, moi je conseille à votre public de vous retrouver sur le stand Plomb, et je vous conseille, je serai éditeur, je vous enchaînerai pour dire, écrivez un polar. Vous avez une manière d'écrire. Vous avez écrit sur le Vatican indiscret ou les robes rouges. On lit vos livres, même si on n'est pas passionné par ces sujets, d'une traite. Et je vous assure qu'un jour, j'aimerais lire un polar sous votre plume. Mais écoutez, un jour, quand je m'occuperai plus du Vatican, je ferai un livre, je l'ai déjà dans mon cœur, pas tout à fait dans ma tête, mais qui soit mi-roman d'amour, mi-polar au Vatican. Ah ben, génial. Je serai votre premier lecteur. Merci à vous.